À la une ce soir, la réponse de Jean Crusolles après les accusations de détournement de fonds dans le dossier du TCSP. L'ancien président de la SODEM a donné ses explications. Vous l'entendrez dans un instant. Les métiers de la mer, journée portes ouvertes à l'école maritime Antilles-Guyane. Le public a découvert les formations et les outils mis à disposition des élèves. Un lassotais en rythme et en chœur à Saint-Joseph en mémoire des esclaves. Nous avons suivi ce moment reportage dans quelques instants avec notamment ces Tombouillens qui ont participé à ce lassotais. Et puis l'étoile de Gondo et l'Arsenal en bonne position pour le titre de champion de handball dans la poule des As. Les deux équipes ont gagné leur première finale. Le résumé dans votre page sport à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ce sont les travaux du TCSP réalisés avenue Maurice Bishop à Fort-de-France qui sont donc au cœur d'une polémique lancée cette semaine. 8,5 millions d'euros et finalement un coût de 17 millions d'euros. C'était la société d'équipement de Martigny qui était à la manœuvre et c'est donc son président, son ancien président qui est visé. Il a tenu à s'exprimer ce matin lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Le contrat a été signé en 2004. En 2004, l'estimation des travaux qui a été faite à l'époque était de 8,5 millions. Et les travaux étaient prévus pour se terminer en 2010. Mais vous imaginez bien que quand vous négociez avec une centaine de personnes successivement, vous ne pouvez pas dire que les négociations vont se terminer à telle date. C'est des choses qui se négocient, etc. Et puis d'autre part, vous avez des aléas. Vous avez par exemple, en 2009, vous avez la grève qui a stoppé l'activité de beaucoup d'entreprises, dont la SODEM. Vous avez bref un certain nombre de choses qui font que les travaux qui étaient prévus pour être terminés en 2010 se sont en réalité terminés en 2015. Et entre la période, dans la période de 2010-2015, le contrat qui avait été au départ fixé n'a pas été modifié. Il n'a pu être modifié parce qu'il faut là aussi des négociations avec le partenaire qui a signé le contrat. Et ça n'a pu être signé en réalité que le 19 juillet 2015. Donc pendant 5 ans, la SODEM ne recevait pas notamment les fonds qui représentaient ses honoraires. Voilà pour ces premières explications de Jean Crusolles qui a prévu de porter plainte pour diffamation contre les auteurs de ces accusations. À Cuba, un deuil national décrété par le président Miguel Díaz-Canel après le crash d'un Boeing 737 survenu hier en milieu de journée. Seules 3 personnes ont survécu, elles sont dans un état grave. Les 100 autres passagers et membres d'équipage ont tous péri. Les autorités restent pour le moment très floues sur la liste des passagers. L'appareil de la compagnie Cubana qui dessert également les Antilles, cette compagnie, l'appareil a assuré une liaison entre la Havane et le Guyana. Et puis en bref, le sauvetage d'un skipper au large de l'île de Saint-Martin après 24 heures de détresse en mer. L'homme a été repéré, puis repêché samedi matin grâce notamment à l'action du CROSAG. Autour en Martinique, c'est un établissement de formation qui fêtera bientôt ses 60 ans l'année prochaine. L'école maritime des Antilles-Guyane forme des marins de demain. Ce samedi, découverte de toutes les facettes des métiers du monde de la mer avec plusieurs ateliers. Le reportage de Jade Adélie. Aux commandes du simulateur de navigation, Savila. Son fils diplômé de l'école maritime est actuellement en mer. Cette fois-ci, c'est elle qui cherche une formation. Nous sommes là par rapport à notre fils qui est depuis 2 ans dans l'établissement. Et en parallèle, moi, les métiers de la mer m'intéressent beaucoup puisque j'ai pour projet de passer certains concours. Pour Savila, l'environnement maritime est maintenant devenu familier. D'autres parents ont besoin de venir sur place pour passer le cap des préjugés qu'il y a autour de ce domaine. Je suis venue parce que mon fils voudrait intégrer en septembre l'école maritime qui englobe vraiment tous les métiers de la mer. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Il ne faut pas rester sur les préjugés d'une école de pêche. C'est ce qu'on nous a expliqué. Je suis vraiment très, très, très emballée et mon fils aussi. L'offre de formation initiale de l'EFMA s'étend du CAP au Bac Pro. Pour Loïc, c'est une année charnière. Je suis entré à l'école maritime en sortant de première S. Donc je suis entré directement en première Bac Pro. C'est ma 3e année. Mon objectif, c'est déjà avoir la meilleure mention Bac.
puis retourner à l'école en formation de capitaine pour partir à la suite en école supérieure de la Marine nationale, dont l'objectif final est de devenir capitaine sur un navire à passagers, un paquebot. Parce que je vais montrer aux Martiniquais qu'on peut, nous, en tant que jeunes, réussir. Par sa démarche, l'école maritime de Trinité se trouve au cœur d'une économie bleue en pleine expansion. Avec ses 18 formations continues, les élèves qui en sortent sont prêts pour le marché de l'emploi. On a des outils particuliers, des outils nécessaires à la formation des marins au niveau international. Et puis, ils ont pu voir que ce sont des formations nationales pour les jeunes, notamment, Bac Pro, CAP, et puis que derrière, on vient mettre des titres internationaux qui peuvent leur permettre de travailler n'importe où. Et puis, l'économie bleue, c'est le travail qu'on peut faire en mer. Nous avons plus de 47 000 km² de surface maritime, contre 11 000 et quelques km² de surface terrestre. C'est évident que si on veut se développer, il faille se tourner vers la mer. Avec un nombre de plaisanciers en constante augmentation en Martinique, des infrastructures récentes, les carrières professionnelles maritimes offrent toujours de nouveaux horizons à celles et ceux qui les embrassent. Éducation toujours avec cette autre journée portes ouvertes au centre de formation des apprentis. Le maître mot, c'est l'alternance, une filière qui séduit de plus en plus, comme vous allez le voir avec ce reportage de Sandrine Claude. Daniel est à la recherche d'une formation en informatique. Après avoir parcouru les différentes offres, il a trouvé son bonheur. La formation en alternance est pour lui un choix par excellence. On a une partie cours et une partie en entreprise, donc on se forme tout en apprenant. Et bon, évidemment, il y a la rémunération qui, en tant que jeune, c'est primordial. Avec un BTS en poche, Romain se voyait contraint de s'envoler pour l'Hexagone. Grâce à l'ouverture d'une nouvelle filière, il va pouvoir poursuivre ses études ici. J'ai voulu aller voir la formation que je voulais et j'ai trouvé la formation web marketing en fait. Pourtant, victime de nombreux clichés, l'apprentissage n'a pas toujours été vu de bon œil. C'est donc avec conviction que les apprentis défendent leur outil de formation. Ils ont la petite appréhension des apprentis CFA, donc on redore l'image parce qu'en fait l'apprentissage c'est vraiment quelque chose de bien et d'assez construit pour l'avenir. Le côté cliché de l'alternant et de l'apprenti qu'on avait tend à disparaître parce que l'alternant devient une solution autant pour les jeunes que pour les entreprises à travers les missions qui leur sont confiées. Pour les dirigeants du centre, ce genre de manifestation est l'occasion de mettre en lumière des méthodes en plein essor. L'apprentissage est encore un dispositif, une formule qui, de mon point de vue, est pas suffisamment connue. Or, c'est pour nous véritablement une voie d'excellence. Pourquoi? Parce qu'elle permet donc à un jeune d'acquérir une qualification professionnelle, d'apprendre un métier et tout en développant une expérience professionnelle. Avec des filières telles que le commerce, le marketing ou encore le management, le CFA propose des parcours allant du CAP au Master 2. Clap de fin pour le marché indien et artisanal organisé par l'Association culturelle du Grand Nord au Lorrain. Quelques images et réactions réunies par Jade Abelli. Nous sommes en train de promouvoir la culture indo-martiniquaise à travers la danse, le Bollywood essentiellement, et puis à travers la danse traditionnelle, puisque ma mamie étant la première danseuse indienne traditionnelle de la Martinique, donc on poursuit justement cette tradition grâce à elle et grâce aux nombreux élèves qu'elle a mis sur scène. Et on essaie de faire valoir cette culture un peu partout dans la Martinique et un peu partout dans le monde. Donc, la quinzaine de l'indianité est un concept mis en place par l'Association culturelle Grand Nord qui consiste à vulgariser ou en tout cas démocratiser la culture indienne. C'est-à-dire que nous allons vers les gens, nous présenter la culture indienne puisque traditionnellement les Martiniquais ne connaissent l'indianité qu'au travers des cérémonies, des fameux bonje kouli. On va parler histoire maintenant avec notre invité Gilbert Pagot. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, on ne vous présente plus. Et vous organisez une conférence mardi prochain à l'occasion du 22 mai. Une conférence sur le rôle de l'Église dans l'abolition de l'esclavage. Alors c'est vrai qu'on parle d'abord du rôle de l'Église dans l'esclavage.
Pourquoi aborder la question donc, de l'Église dans l'abolition de l'esclavage? Oui, d'abord parce que comme nous fêtons le 22 mai et le 23 mai sur l'abolition, il est intéressant de savoir le rôle de tous les acteurs, de ceux qui étaient présents en 1848, à ce moment-là. Ensuite, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'année. Il y a eu beaucoup d'interviews, de conférences, etc., sur le rôle de l'Église. Et à mon avis, il était intéressant de revenir à la fois pour ne pas... Il ne s'agit pas de faire une discussion religieuse. Hein. Mon problème, c'est de voir quels ont été les faits. Alors justement, sur quoi peut-on s'appuyer? Aujourd'hui, on sait que les recherches, notamment nationales sur l'esclavage, sont peu documentées. Et sur cette question précise, est-ce que vous disposez de documents? Est-ce que vous avez un travail qui a déjà été fait? Il y a eu beaucoup de travaux. Il y a eu les travaux sur l'ensemble des colonies françaises qui avaient été menés par Delisle, qui a été professeur à La Réunion. Il y a eu ici... à la Martinique, en tous les cas, des travaux sur lesquels je me suis appuyé, ceux d'un prêtre d'ailleurs, le prêtre David, qui a été curé au Diamant, qui a écrit 3 tomes sur les biographies des membres du clergé à la Martinique. Il y a aussi, y compris, une polémique très forte qui s'était menée en avril 1944 entre Aimé Césaire et l'archevêque Henri Varin de la Brunelière, hein, donc ça se passe il y a très longtemps, et puis il y a y compris des travaux qu'à l'époque j'avais fait au moment du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. J'avais mené un débat avec le père Jean-Michel, qui est aujourd'hui décédé. Donc non, il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été faits. Alors, pour entrer dans le fond du sujet, sans dévoiler non plus le contenu de votre conférence, est-ce que le rôle de l'Église dans l'abolition de l'esclavage, est-ce que c'est aujourd'hui limpide? Eh bien, l'Église, c'est une institution. C'est une institution qui est associée à la colonisation. Et par conséquent, il y a des comportements contradictoires. Au moment où nous arrivons à l'abolition de l'esclavage, par exemple, sur les 27 prêtres qui officient dans les paroisses de la Martinique, il y a des positions tout à fait différentes. Il y en a qui sont extrêmement rétrogrades, comme le curé du Prêcheur, Tellière, ou bien comme le curé Pérol du Vauclin, ou bien comme le jeune homme à Sainte-Marie, ou encore d'Astug au Gourmorne. Et puis il y en a quelques-uns qui sont très progressistes. Je pense à Delettré au Lamentin, ou bien Jean-Marc Essy à Rivière-Pilote, hein, ou bien aussi un curé dont le nom ne me vient pas au Fort à Saint-Pierre. Et puis, il y a une masse qui, en fait, ne se mêle pas trop et qui attendent les événements. Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre clair, notamment du Vatican? Ben, le Vatican a eu des mots d'ordre qui sont toujours venus un peu après. Par exemple, bon, je ne vais pas reprendre toutes les bulles ou tous les brefs pontificaux qui ont été faits, mais par exemple, en 1839, il y a un pape qui demande de condamner la traite. Sauf que la traite avait déjà été condamnée depuis 1807 et ensuite depuis 1815 au fameux traité de Vienne. Donc quand il vient en 1837, c'est un peu tardif, d'autant plus qu'il y a déjà eu beaucoup d'abolition de l'esclavage et qu'il y a même eu l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises, mais qu'il y avait d'abord eu Haïti, qu'il y avait eu l'Amérique latine, etc. Donc ça vient de manière assez tardive. Tout comme dans l'histoire, mais je ne vais pas remonter dans toute l'histoire parce que sinon la conférence risquerait d'être trop longue. Moi, je vais beaucoup plus parler de ce qu'a été le rôle de l'Église catholique au moment de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Alors, dernière question avant de se quitter. On connaît donc évidemment le rôle des politiques, cette effervescence autour de l'Assemblée nationale, juste après la Révolution française.
Est-ce qu'il y a un lien? On sait qu'à cette période, la France est un État où la religion est vraiment très importante. Est-ce qu'il y a un lien? Le roi était le roi très chrétien. Et en particulier, la colonisation était qualifiée de sainte œuvre. C'est-à-dire que lorsqu'on débarquait, il fallait débarquer aussi avec des prêtres. D'ailleurs, c'est l'autorisation que la papauté donnait pour aller coloniser. Il y a eu ce même lien donc pour l'abolition entre l'État et l'Église? La Révolution française était passée par là. Il y avait déjà eu quelques éléments, mais il y avait des sociétés catholiques pour l'abolition de l'esclavage et de la traite, mais il y avait aussi une puissante réaction, et en particulier en Martinique, la majorité du clergé était plutôt pro-esclavagiste, même s'il y a quelques éléments que j'ai cités tout à l'heure, comme De Lettré ou Marquesi. Merci en tout cas, Gilbert Pagot, vraiment très intéressant. Donc cette conférence mardi à 17h à la Maison des syndicats, une conférence qui sera d'ailleurs suivie d'un débat avec le public. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et justement, on parle d'esclavage. Voici donc une pratique martiniquaise qui est bien ancrée au niveau des agriculteurs. Ce matin, l'association Nous Martiniquais a organisé un lassotet au quartier Rousseau à Saint-Joseph. Une matinée coup de main, comme on le connaît très bien. Le reportage de notre journaliste Camille Joseph. Pour les organisateurs, cette opération n'est que la résurgence depuis plusieurs années d'un bel esprit de solidarité entre Martiniquais. C'est aussi, selon eux, la manière de célébrer l'après-esclavage. Les ouvriers alignés, les tambouillés et tibois qui donnent le rythme, ne nous y trompons pas, ce n'est pas un lassotet. Nous avons célébré l'an 170 des libérations africaines-martiniquais. C'est africain-martiniquais qui fait ça. D'accord, il y a 170 ans. Pour nous, 22 1958, c'est l'an 0. D'accord. Donc, ici, c'est un coup de main tel qu'on a fait. Pour la vingtaine de laboureurs, l'accompagnement en rythme est tout aussi important que les outils utilisés. Donc, un rythme qui est imposé, obligé de suivre. Donc, et puis ça, rythme là, musique là, il faut oublier pour où. Pour tous, l'important est de faire ensemble, de partager, de passer de terrain en terrain, parce que selon eux, c'est l'une des solutions pour la sauvegarde de la tradition martiniquaise et l'agriculture locale. Ça m'a été c'est que la fouilleterre a commencé. La fouilleterre, c'est même pratique d'entraide et puis l'autre type de musique en les nord-atlantique. Et que fouiller terre, que vous avez trouvé par bord rivière, puis l'autre, on se dans les reprend aussi. Parce que richesse là, c'est pas de vrai tout bail là, tout partout, mais que chaque territoire revaloriser sa qui taille. Nord-atlantique, la fouilleterre. Nord-Caraïbe, la Sauterre, Britaire, Gaouletaire, c'est même bail là. Et puis en l'air, sud là, Fouilleterre. Si nous arrivons à faire ça, nous sommes plus qui riches parce que nous avons des bails pour partager. À l'heure où la solidarité et la mutualisation deviennent incontournables, les associations Lassotet et Nous Martiniquais souhaitent propager cette philosophie partout où cela est possible. Voilà pour ce reportage de Camille Joseph et Philippe Olini. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes ce soir, le best-of. Cela fait des années que personne n'avait consulté de médecin dans la commune de Bellefontaine. Mais depuis l'ouverture de cette maison médicale, plus besoin de se rendre dans les villes voisines pour se faire soigner, au grand soulagement des habitants. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que dans le Nord, je n'en connais pas d'autres. Pour nous, la population, ça nous évite de faire des kilomètres. Un petit commune doit avoir une médecin. Et puis tout le monde est content, au lieu de se déplacer. Depuis mi-décembre, le docteur Masséno reçoit ses patients 2 jours par semaine dans ce tout nouveau cabinet. Mésothérapeute à Fort-de-France le reste du temps, nombreux sont les Martiniquais à faire appel à ses services. Certains sont même prêts à faire des kilomètres pour le suivre.
Il a sauvé mon fils, mon premier fils aîné, qui à l'époque faisait une méningite. Alors on avait appelé le SOS médecin qui avait juste donné des comprimés pour la fièvre. C'est Dr Masséno qui a sauvé mon fils. Et depuis, c'est devenu donc un ami, et je sais que c'est un très bon médecin. Donc, sachant qu'il est de retour en Martinique, je pourrais faire toute la Martinique et consulter chez lui. Pour l'instant, seul le médecin occupe les lieux à mi-temps. Bientôt, une infirmière libérale devrait le rejoindre dans le cabinet d'en face. Mais l'objectif à terme serait de créer un pôle de santé dans un secteur délaissé par les professions médicales. Dans ce local, j'espère pouvoir attirer aussi des spécialistes qui viendront une après-midi, ophtalmo, au cardio, qui viendront une après-midi pour avoir la population du Nord qui ait accès à ces spécialistes. Donc c'est dans notre projet, ça prendra peut-être un peu de temps parce qu'il faut les convaincre aussi, mais le fait que le local est à disposition et qu'il n'y a pas de frais, je pense que c'est un argument non négligeable. Ce local accueillait autrefois l'Office du tourisme qui a depuis fermé ses portes. Alors pour répondre aux besoins de la population, la mairie de Bellefontaine a décidé de le rénover pour en faire des cabinets médicaux. L'opportunité s'est présentée à la commune de disposer d'un local qu'il fallait réaffecter. L'idée de réouvrir un cabinet médical s'est imposée de lui-même. On dit souvent que le Nord c'est un désert médical. Voilà, en ayant un petit peu d'innovation, de propositions à faire aussi aux différents professionnels, on a pu rétablir cette connexion avec le médecin Masséno, Dr Masséno, et donc voilà, le cabinet a réouvert à Bellefontaine. Dans le Nord Caraïbe, à peine une douzaine de médecins pour un bassin de plus de 20 000 habitants. Avec l'ouverture du centre médical, naît alors l'espoir de redonner l'accès aux soins pour les Martiniquais du Nord. Des décorations fièrement affichées sur les murs de l'établissement, l'éco-école du petit quartier Café au Vert-Pré est un exemple du genre. Depuis 2 ans, les élèves sont impliqués dans les projets verts. On fait plus attention, on prend conscience de la pollution et on apprend à mieux connaître notre environnement. Il y a plusieurs acteurs qui viennent à l'école pour nous apprendre des choses, comment économiser l'eau, comment économiser dans la cuisine, de l'écosystème. Cette année, on va travailler sur la biodiversité et on commence déjà un petit peu. Une attitude éco-citoyenne qui commence depuis les petites sections. L'objectif à long terme est de faire des élèves de véritables ambassadeurs de la démarche. Ils savent qu'ils ont pour mission justement d'apprendre un maximum concernant, en l'occurrence cette année, la biodiversité, pour pouvoir transmettre à leurs parents et aux gens qui les entourent. Si l'école a été récompensée cette année, les efforts ont commencé bien avant. Les distinctions sont le fruit d'un travail de longue haleine. Depuis 2012, nous travaillons dans cette école le développement durable. Donc au début, c'était simplement au niveau du tri des déchets. Nous essayons de faire un petit peu attention, pas mettre les déchets n'importe où. Donc on a mis en place les bacs. Et puis petit à petit, on a voulu aller plus loin. Et on est entré dans une démarche, la démarche éco-école. Dans son écrin de verdure, l'école souhaite devenir un modèle pour les autres établissements de l'île. Seul le couvent de Cluny et donc les primaires de Café possèdent le label Éco-école pour l'instant en Martinique. À travers le monde, on l'appelle puce ou serpent. Mbukuru, Fei, Nyangafelo. Elle est dessert à cuire ou d'ornement. Il s'agit de la banane. Une 60aine de variétés sont visibles dans ce musée. Elles viennent de la Caraïbe, d'Afrique ou d'Asie, avec des formes variées, tant pour le bananier que pour son fruit. Un moment de découverte pour les visiteurs qui évoluent dans cet Éden de la banane. J'ignorais complètement qu'il pouvait y avoir tant de variétés de par le monde et tant de lieux d'exploitation de la banane dans le monde. Mais j'ai bien retenu que la plus bio des bananes, c'était quand même la banane de Martinique et de Guadeloupe. C'est un arbre fragile, et pourtant c'est un fruit qu'on mange tous les jours, donc on pourrait se dire que c'est plus rustique pour que ce soit plus facile, plus rapide.
Et non, et ça m'a beaucoup étonnée. On apprend beaucoup de choses qu'on ignore alors qu'on vit, on vit au pays. On n'est pas au fait qu'il y a 3000 variétés de bananes, l'origine, d'où elles viennent. Ça va, tu veux que je t'aide? Comme ces familles, tous les ans, c'est en moyenne 25 000 visiteurs qui arpentent ce jardin de plus d'1 hectare. Un coin de verdure entretenu soigneusement, pourtant, il y a quelques mois, le passage de l'ouragan Maria a fait des ravages sur le site. De 80% de nos bananiers ont été touchés. Donc, après le passage de l'ouragan Maria, nous nous sommes tout de suite mis au travail. Donc on a dû tout nettoyer, tout déblayer. Et voilà, c'est vrai que ça a eu, on a vraiment été impacté par le phénomène, puisque normalement on dénombre une 60aine de variétés de bananiers avec des régimes dessus. Et là on se retrouve quand même avec une dizaine de variétés avec des régimes. Des traces du cyclone sont encore visibles aux alentours, mais aussi dans le musée. Fort heureusement, les variétés de bananiers, même les plus exotiques, ont pu être remplacées. Le rhizome émet des ramifications, donc des rejetons. Donc ce sont ces rejetons que nous avons heureusement replantés. Mais cela dit, nous avions quelques plants de bananiers en nourrice, donc par conséquent, donc nos visiteurs pourront découvrir les variétés et les régimes. Le jardin est comme neuf désormais. Avec son village et son restaurant, le site de 4 hectares est prêt pour la saison touristique. La plage du Coin au Marigot. C'est ici que Daniel exerce son activité favorite, la pêche de brigot. Masque, palme et crochet. Une fois équipé, c'est le moment d'affronter le courant. Cela fait 30 ans que Daniel plonge ici. Il maîtrise bien cette mer, connaît chaque rocher, mais ce n'est pas facile pour autant. C'est une plongée qui est très physique. Les techniques à avoir, c'est juste la surveillance. Quand je dis surveillance, c'est les vagues qu'il faut regarder parce que les brigots sont dans les récifs. Alors il faut aller les chercher et pour ça, il faut surveiller la vague. Sa technique, Daniel l'a développée au fil du temps. Si auparavant il suffisait de marcher sur la plage pour ramasser le précieux coquillage, maintenant il faut aller sous l'eau. La ressource diminue. Il y a beaucoup de jeunes qui vont, comme ils ne savent pas plonger, ils ramassent les petits et prennent des quantités, des sacs de petits. Aujourd'hui, c'est dommage. Mais il y a encore. Le plongeur vend le fruit de sa pêche à quelques restaurateurs de la côte atlantique. Ici, le ghetto, dans le bourg du Marigot. Lucille est la reine dans la cuisine et sa recette du brigot est un délice. Tout se joue dans la sauce. Vous râpez l'oignon, l'ail, vous mettez tout ça dans le bocal, vous mettez du citron, vous mettez du piment, vous mettez du sel et de l'huile. Là, comme ça, vous bougez le tout ensemble. Voilà tous les brigots. C'est tout pour les brigots. Le plat dégusté le plus souvent en entrée coûte environ 15 €. Côté salle, les clients semblent satisfaits. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans le brigot? Tout. Il y a tout à manger. Ça a le goût du lambi et l'arrière, c'est assez pâteux. Mais c'est très bon. Le savoir-faire est bien conservé. Le brigot de la pêche à l'assiette, c'est surtout une affaire de passion. Une passion qui dépasse depuis bien longtemps les frontières de la commune. Voilà pour ce best-of du JT des communes que vous allez retrouver à partir de la semaine prochaine. C'est l'heure de votre page sport. Le sport, et on commence avec du handball et donc les premières finales de la poule des As. Ce sont donc deux équipes qui ont pris l'avantage, Gondo et l'Arsenal, résumé avec José Le Chertier. Pas de round d'observation entre l'Arsenal en blanc et l'entente Esmond des As gauloises.
Si les Robertines se montrent plus offensives à l'entame de la rencontre, l'adversaire prend la mesure et fait jeu égal. Les échanges sont très engagés, la partie est très rythmée. Aucune des deux équipes ne se fait de cadeau. À la pause, le score est de 14-13 en faveur de l'Arsenal. Au retour de vestiaire, la physionomie du match ne change pas. Une vraie bataille de chiffonniers s'engage entre les deux formations. Il est difficile de déterminer le vainqueur de ce match aller de la poule des As. Dans le Money Time, l'Arsenal fait la différence et s'impose sur le score de 29-26. C'est vrai qu'elle a été dure, elle a été âprement disputée cette rencontre. C'est vrai qu'il y a eu des moments clés dans ce match où quand on est mené, on arrive à faire preuve de lucidité et revenir pour finir, avec +3. Les hommes n'ont pas fait dans le détail, ils entament ce match sous les chapeaux de roue. Sur cette faute, l'USC Citron en orange ouvre le score sur un penalty. Pas suffisant pour déstabiliser les hommes de Rodolphe Gina. Ils reviennent et relancent le jeu. Les échanges sont musclés, mais Gondo garde une courte avance de 2 points à la pause. Le score est de 15-13. À la reprise, la confrontation repart de plus belle. Les deux équipes se rendent coup pour coup. À l'expérience, les Gondonois font la différence et gagnent sur le score de 31-29. Les applaudissements pour les deux équipes. Citron en veut, nous aussi on en veut. Maintenant, je pense que celle qui avait certainement le plus envie a gagné. Et puis, il y a aussi le facteur chance parce que les ballons, eux aussi, ils les avaient. Ils n'ont pas su les mettre au fond. Nous, on a eu peut-être moins d'échecs qu'eux et ceci explique peut-être ce résultat final. En ce moment se jouent les matchs retour. Les résultats demain dans notre prochaine édition. Voilà pour cette ambiance survoltée donc, dans cette poule des As en handball. Et on poursuit avec le reste de l'actualité sportive, le résumé préparé par José Lechertier et Karel Chassol. En athlétisme, cet après-midi a débuté le match interligue minime. La Guadeloupe est venue en force avec 40 athlètes. Pour contrer cette armada, la Martinique compte aussi une quarantaine d'athlètes contre 6 pour la Guyane. Au menu de la longueur de la marche, du lancer de marteau et du saut en hauteur. Après 7 épreuves en fin d'après-midi, la Guadeloupe était en tête avec 26 points. La Martinique, elle comptabilise 22 points. Fin de la compétition à 20h. En cyclisme, première des 4 étapes du Grand Prix du 22 mai, cet après-midi à Rivière-Pilote. En l'absence de plusieurs formations qui participent à des compétitions en Guyane, Guadeloupe et dans l'Hexagone, 46 coureurs ont pris le départ. Et à l'issue de la première étape de 125 km, c'est le sociétaire de la pédale pilotine Lucena Campos qui s'est imposé au sprint. Il est suivi de Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel et de Kylian Alger de la pédale d'or Joséphine. Demain, une étape de 113 km 400 attend les coureurs. Le départ sera donné à Rivière-Pilote face à la mairie. L'arrivée sera jugée à Sainte-Marie sur le front de mer. Voilà, c'est la fin de ces éditions. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Cette conférence de presse, Jean Cruzol s'est exprimé après les accusations de détournement de fonds au sein de la SODEM, la société d'équipement de Martinique. L'ancien président a donné ses explications sur ce dossier. Une journée découverte à l'école de formation maritime de Martinique. Les élèves et les professeurs ont pu présenter les cursus proposés par cet établissement spécialisé dans les métiers de la mer qui existe depuis bientôt 60 ans. Et puis la sautait en mémoire des esclaves à l'occasion du 70e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. La sautait organisé par l'association Nous Martiniquais et la sautait du Nord Caraïbe. Et puis on vient de le voir en sport, la poule des As avec donc les finales aller-retour qui sont en train de se jouer en ce moment. Et hier soir c'était les finales aller avec des matchs gagnés par l'Arsenal et l'équipe de Gondo. Tout de suite l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, juste après la météo de Christine Louréa à 20h, The Voice. Excellente soirée à vous, à demain.